Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. La nouvelle saison, vous le savez, a débuté hier avec une émission consacrée au bilan de Barack Obama, émission que vous pouvez toujours réécouter et podcaster depuis notre site franceculture.fr. Notre thème aujourd'hui, quelle stratégie pour la gauche de la gauche ? En ne parvenant pas à se faire élire député dans le Pas-de-Calais en juin dernier, Jean-Luc Mélenchon avait raté sa sortie après une année politique tonitruante. Le candidat du Front de gauche à la présidentielle peut aujourd'hui se consoler. Il a réussi sa rentrée. Le voilà qui s'impose au moins pour un temps comme le premier des opposants à François Hollande. Il est vrai qu'en ce moment, la droite manque de répartie, obnubilée qu'elle est par sa guerre des chefs en vue de la conquête de l'UMP. Il est vrai aussi que le gouvernement héros n'a pas encore marqué les esprits par des mesures immédiatement identifiables comme étant de gauche. Les grandes réformes vont devoir attendre encore un peu. Jean-Luc Mélenchon avait donc beau jeu la semaine dernière de qualifier les 100 premiers jours de François Hollande à l'Élysée de 100 jours presque pour rien. C'est donc sur son flanc gauche que le nouvel exécutif doit gérer aujourd'hui les critiques les plus radicales, ce qui, au regard de ce qui s'est dit pendant la campagne présidentielle, n'est pas si surprenant. Reste à savoir quelles peuvent être la portée d'une telle opposition et quels sont ses objectifs. Alors que viennent de s'achever les estivales citoyennes du Front de gauche et que l'université d'été du NPA est en cours, nous avons choisi ce soir de nous interroger sur la façon dont ces deux formations, nées de la volonté de rassembler la gauche anticapitaliste, comment ces deux formations peuvent exister sous le quinquennat Hollande. Quelle stratégie pour la gauche de la gauche ? C'est donc notre sujet du jour. 4 invités ce soir pour en discuter. Eddy Fougier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous vous intéressez en particulier à la gauche radicale. Alors, ça sera peut-être une des expressions qu'on utilisera ce soir pour essayer d'englober ces mouvements. Je signale qu'a été publié, c'est votre dernier ouvrage, à la documentation française en février dernier, Parlons mondialisation en 30 questions. À vos côtés dans ce studio, Arthur Nazaret. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service politique du Journal du Dimanche. Vous étiez à La Rochelle en fin de semaine dernière, ce week-end, pour l'université d'été du Parti socialiste. On vous doit l'interview. Vous n'étiez pas seul, mais enfin... Avec Bruno Jeudi. Voilà, c'est important de parler du chef. Ouais, dans le JDD de Jean-Luc Mélenchon, il y a une dizaine de jours, interview qui a fait beaucoup de bruit. On va évidemment y revenir. Et puis nos deux autres invités ne sont pas à Paris, mais l'une est dans l'Aude et l'autre à Toulouse, dans les locaux de France Bleu, que je remercie, que je salue ce soir. Partons tout d'abord à Port-le-Cat avec Christine Poupin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Port-le-Cat où se tient depuis dimanche et jusqu'à demain la 4e université d'été du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, dont vous êtes la porte-parole depuis avril 2011. Une fonction que vous partagiez jusqu'en mars dernier avec notre 4e invité, Myriam Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Toulouse, dans les locaux de France Bleu. Donc, vous avez été au NPA, mais vous n'y êtes plus, puisque vous avez rejoint le Front de gauche cette année avec une partie des militants du NPA qui appartenaient au courant de la gauche anticapitaliste. Vous aviez signé au mois de mars dans Libération une tribune qui avait aussi fait pas mal parler. Vous l'aviez co-signée avec Hélène Adam et Pierre-François Gron. Tribune dans laquelle vous appeliez non pas à voter pour Philippe Poutou, à l'époque vous étiez encore au NPA, mais pour Jean-Luc Mélenchon. Alors avant d'entrer complètement dans le vif du sujet, si vous voulez bien, on va faire peut-être un effort de clarification des termes pour commencer avec vous, Eddy Fougier. La gauche de la gauche, c'est un terme qui est souvent utilisé. On ne sait pas forcément très bien ce que ça recouvre. Alors est-ce que la gauche de la gauche, c'est tout ce qui se trouve à la gauche du Parti socialiste? Est-ce que c'est ce qui se situe entre Lutte ouvrière, le NPA et puis le Parti socialiste? Ce serait quoi la gauche de la gauche? Est-ce que c'est un terme pertinent? Alors c'est vrai qu'il y a eu cette polémique lancée par l'UMP à propos qui dénonçait l'extrême gauche en parlant de Mélenchon et du Front de gauche. Et un consensus chez les politologues a défini effectivement ce qu'on pourrait appeler une gauche radicale, qui se différencie de l'extrême gauche. Et le point précis, c'est le rapport au système politique. C'est-à-dire, en clair, la gauche radicale incarnée par le Front de gauche accepte potentiellement d'appartenir à une majorité. Ils ont des élus. Ils peuvent potentiellement aussi avoir des ministres. Ils se sont posé la question au mois de juin. En revanche, l'extrême gauche se situe dans une logique d'opposition au système et refuse à tout prix
de participer à un gouvernement, et puis de fait, ils sont exclus du système politique, ils n'ont pas d'élu, par exemple, au Parlement. Christine Poupin, porte-parole du NPA, extrême gauche, davantage que gauche de la gauche, pour vous définir? Gauche radicale, gauche anticapitaliste et indépendante, et je me permettrai de contester un peu la définition qui est un peu restrictive. Oui, il y a pour nous un clivage qui n'est pas dépassable, qui est de savoir si on accepte ou pas de gouverner avec, alors on les appelle comme on veut, les sociaux-libéraux, la gauche libérale, le Parti socialiste en France pour aller vite, qui, mais on y reviendra tout à l'heure, je pense l'actualité est riche, qui ne mène pas vraiment une politique de gauche, une politique au service des salariés, des plus pauvres, etc. Mais nous ne refusons pas, pour ce qui nous concerne au NPA, par principe, d'être élue. J'ai moi-même été élue conseillère municipale pendant plusieurs années. Ce que nous refusons, c'est de participer à des majorités qui mettraient en œuvre des politiques qui nous semblent contradictoires avec ce qui s'exprime dans les mobilisations, avec les aspirations qui sont portées par le mouvement social. Et il y a de nombreux exemples. On reviendra, je pense, sur le nucléaire tout à l'heure. Donc, on reviendra peut-être sur cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à évoquer. Simplement pour terminer cette brève séquence, Myriam Martin, donc ex-porte-parole du NPA, aujourd'hui au front de gauche avec la gauche anticapitaliste. Cette idée de refuser de participer à des gouvernements qui ne seraient pas suffisamment à gauche, ça c'est un élément important là aussi pour définir et peut-être aussi pour justifier le fait que vous soyez passé du côté du front de gauche. Oui et non, parce que je ferai remarquer que justement le choix du front de gauche après ces élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, c'est justement de ne pas participer à un gouvernement dont le programme ne satisfaisait pas du tout le front de gauche et qui avait un programme qui était différent, voire alternatif. D'ailleurs, je rappelle que dans le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui ou hier, Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme le meilleur opposant, même s'il ne se présente pas comme ça, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'opposition, pas dans l'opposition. Il s'agit de dire que quand on défend des valeurs de gauche, quand on défend des idées et des idéaux de gauche, on ne peut pas se satisfaire d'une politique qui ne réponde pas aux besoins de tous et de toutes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans les 100 premiers jours de François Hollande. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison de dire qu'il s'agit de 100 jours pour rien, presque pour rien, parce que malheureusement, il y a des politiques, par contre, qui rappellent de mauvais souvenirs sous Sarkozy. On y reviendra, je pense, en particulier la politique vis-à-vis des Roms. Aujourd'hui, effectivement, le Front de gauche apparaît à la fois comme un rassemblement de la gauche radicale qui unit des organisations qui ont des histoires et parfois même des divergences, mais qui sont rassemblées sur l'idée qu'on peut proposer des solutions immédiates pour soulager la situation d'une bonne partie, d'une majorité de la population, mais aussi qui est capable de porter un projet alternatif, un vrai projet à gauche, ce qui n'est pas le cas du Parti socialiste. On est dans l'alternance, c'est pas une surprise par ailleurs, et je crois que ça correspond à toute la politique de la social-démocratie partout en Europe. Alors ces 100 jours pour presque rien évoqués par Jean-Luc Mélenchon sont des propos qui ont été tenus à Arthur Nazareth dans cette interview du JDD publiée un petit peu plus d'une semaine. Il disait aussi Hollande a désamorcé le contenu insurrectionnel du vote de la présidentielle. Alors vous qui suivez depuis quelque temps la gauche, Arthur Nazareth, pour le journal du dimanche, est-ce que d'abord vous avez été surpris par la nature et la force de ce réquisitoire, ou bien est-ce que c'était extrêmement attendu de la part d'un Jean-Luc Mélenchon qui de toute manière n'a pas d'autre choix, puisqu'il n'a pas été élu député, que d'exister et d'exister médiatiquement? C'est-à-dire que c'est dans sa logique. Depuis longtemps, il condamne la politique qui est pour lui social-libérale de François Hollande. Alors, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de clémence de sa part. Ensuite, ses propos lui ressemblent, c'est-à-dire qu'il manie bien le verbe, donc ce sont des propos qui à chaque fois ont de la force et qui sont entendus. C'est vrai que la semaine d'avant, Pierre Laurent avait aussi fait une interview qui était plus petite dans nos colonnes où il avait dit que le PS avait mangé son pain blanc. Il avait utilisé des propos peut-être moins forts, mais dans les deux cas, la logique est la même. C'est-à-dire qu'eux pensent qu'à partir du moment où il n'y a pas de relance et où il y a une acceptation de ce qu'ils appellent le pacte austéritaire, ce gouvernement ne peut rien faire de bien. Donc il faut situer ses propos dans ce cadre-là. Après, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'a pas la tribune qu'il espérait à l'Assemblée nationale. Donc ça l'oblige peut-être aussi à prendre des positions plus claires et plus fortes de temps en temps.
Donc on ne peut pas dire que sa rentrée soit très surprenante. En plus, elle intervient après 5 semaines de vacances, donc on peut dire qu'il avait eu le temps de recharger ses batteries. Alors Christine Poupin, donc porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, j'imagine que vous avez lu cette interview Jean-Luc Mélenchon. Il était à nouveau l'invité sur France Inter le lendemain matin. Est-ce que vous partagez le diagnostic de celui qui aura été le candidat surprise, en tout cas le plus peut-être un des plus médiatisés de cette dernière présidentielle? Est-ce que le diagnostic est identique pour vous? Presque rien, c'est presque gentil. Comme bilan du gouvernement. Moi, si j'en veux sur les dernières déclarations de ministres, alors en plus ça tombe bien parce qu'il y avait ce qu'on dit être la gauche du Parti socialiste et puis ce qu'on dit être la droite du Parti socialiste qui se sont exprimés dans les deux derniers jours. Et c'est un festival, hein. Quand Montebourg dit qu'il en appelle à la responsabilité des actionnaires, mais aussi à la responsabilité des syndicats, avec cette espèce de fausse égalité, et surtout quand il demande, en gros, quand il dit il faut être responsable, il faut penser aux 100 000 emplois chez PSA. Donc vous n'auriez pas dit presque rien, vous auriez dit rien du tout. Sacrifier 8 000 licenciements. 8 000 emplois supprimés sur l'autel hypothétique de 100 000 emplois. Quand il dit le nucléaire est une filière d'avenir, c'est aussi évidemment une poursuite d'une politique absolument inacceptable puisqu'il faut effectivement sortir du nucléaire et engager une véritable transition énergétique. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a immédiatement le soutien de Valls. Ça devait être un moment où il n'était pas occupé à expulser et à démanteler des camps de Rome. Donc ça se voit. Et il y a aussi ce qui s'entend sur cette question-là. Quand Valls se dit « Oh, vous inquiétez pas, on va mettre des critères objectifs pour la régularisation des sans-papiers ». Sauf qu'on a déjà la réponse en termes de chiffres et d'objectifs chiffrés, puisque il y aura pas plus de régularisation que sous Sarkozy. Alors après on peut toujours bidouiller les critères objectifs pour arriver au résultat. C'est ça la réalité de la politique du gouvernement. Donc peut-être que même si c'était rien, ce serait mieux en la matière, en tout cas sur ces trois terrains-là. Donc oui, la question elle est bel et bien de construire une opposition à la gauche de ce gouvernement, parce que nous le disons et nous le répétons, si on laisse ce gouvernement mener cette politique, ça aboutira inévitablement non seulement à un retour de la droite, mais au renforcement de l'extrême droite. C'est ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Donc il y a urgence à construire cette opposition à la gauche du gouvernement, qui doit être une opposition unitaire et qui se construira sur l'ensemble de ces dossiers de mobilisation sociale qui fabriquent, une politique alternative et une vraie politique à gauche. Alors Christine Poupin, on va essayer d'entendre aussi un petit peu les réactions des autres invités. Avant d'aller revoir Myriam Martin, donc du Front de Gauche, qui est en direct depuis Toulouse, je voudrais avoir votre réaction, Eddy Fougier, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, cette volonté de nuancer du côté du NPA les propos du Front de Gauche pour dire finalement nous, on est peut-être encore plus radicaux que le Front de Gauche. Est-ce que vous êtes surpris? C'est assez logique finalement dans l'histoire de ces deux formations qui toutes les deux avaient ou ont la même ambition, qui est celle de rassembler cette gauche radicale. Est-ce qu'on est dans un simple jeu politique ou est-ce qu'il y a vraiment des nuances réelles et visibles entre ces deux partis? Il y a de nombreuses nuances. Là, je parle sous le contrôle de vos intervenantes. Mais la nuance que vient d'annoncer Madame Poupin, vient de répéter Madame Poupin, c'est que effectivement, le NPA se positionne en opposition de gauche. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, du Front de gauche, qui est plus dans une logique nini. Je vous rappelle que les députés du Front de gauche ont voté le collectif budgétaire. Donc il se situe dans une liberté de parole avec un pied dans la majorité et un pied dans l'opposition, mais ce n'est pas du tout la même position justement que celle du NPA qui est dans une opposition de gauche, comme l'a dit Madame Poupin. Donc, cela recouvre les lignes de partage que j'ai définies sur l'extrême gauche qui est traditionnellement en posture de
d'opposition par rapport au système politique, et là-dedans, dans le système politique, ils mettent le système capitaliste, et puis un front de gauche, et au sein du front de gauche, notamment le Parti communiste, qui est dans une logique de participation potentielle au gouvernement. Alors, il y a eu la vision, la version 97, la version 81 où ils participent au gouvernement, la version 84 où ils étaient plutôt un pied dedans et un pied dehors, puis la version 36 où ils vont critiquer de l'extérieur. Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Arthur Nazaret. Oui, on peut dire qu'il y a deux approches différentes. On l'a entendu, le mot-clé, c'est opposition pour le NPA, donc on pourrait dire presque opposition systématique. Du côté du front de gauche, on est dans ce que Jean-Luc Mélenchon appelle l'autonomie conquérante. Alors c'est un mot que reprend pas le Parti communiste français, qui lui est un peu dans le nini, c'est vrai. Et cette autonomie conquérante, c'est l'idée effectivement que quand un texte serait bon, on le voterait. Et on peut aussi voir donc qu'à l'intérieur du front de gauche, il y a une petite différence entre le Parti de gauche, le Parti de Mélenchon et les communistes. On peut dire que le Parti de gauche est quand même plus dans l'opposition, ou plus dans l'autonomie conquérante, et que le Parti communiste est plus prêt à travailler parfois avec le Parti socialiste sur des propositions de loi. Jean-Marc Ayrault a rencontré André Chassaigne un peu avant la pause estivale, et ils ont essayé de voir sur quel sujet ils pouvaient avancer ensemble. Donc voilà, André Chassaigne qui préside le groupe de la gauche démocratique à l'Assemblée nationale, qui regroupe un certain nombre de députés du Front de gauche, et puis quelques députés ultramarins, ce qui a permis au Front de gauche d'avoir son groupe parlementaire. Et un seul élu du Parti de gauche. Voilà. Donc il faut faire la distinction, je pense, effectivement entre le NPA et le Front de gauche, et même à l'intérieur du Front de gauche, entre le Parti communiste et le PG. Myriam Martin, puisqu'on parle ce soir de la stratégie, de ces formations qui sont donc à la gauche du Parti socialiste, pour faire simple, c'est vrai que c'est important de savoir si aujourd'hui le Front de gauche fait partie ou non de l'opposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Écoutez, je trouve que les débats sont un peu, je vous assure, un peu sibyllins, quoi. Je crois qu'il y a deux choses à dire par ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a un front, et ce front est composé de différentes organisations dont les positions ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Mais il y a un fait qui est essentiel. Alors, je ne vais pas vous parler ni de 36, ni de 81, ni de 97. Je pense que ce sont des bons exemples pour tirer les leçons du passé. C'est 2012. Et ces leçons, elles ont été tirées, et c'est pour ça qu'aucune de ces composantes, malgré l'approche plus ou moins nuancée qu'elles peuvent avoir vis-à-vis du Parti socialiste, n'ont pas été au pouvoir avec ce dernier. Bien. Et ça, je pense que c'est fondamental pour pouvoir construire, écoutez, ce que nous on appelait gauche anticapitaliste, un bloc anticrise ou une opposition de gauche il y a un an de cela, lorsqu'on le proposait au NPA. Moi, je suis satisfaite d'entendre mon amie, ma camarade Christine, qu'il faut aujourd'hui former cette opposition si elle est nécessaire face au Parti socialiste, ce qui malheureusement va être très rapidement le cas. Mais nous avons à ces estivales du Front de gauche fait des propositions très concrètes de rassemblement dès la rentrée, et avec toutes les organisations et politiques et syndicales et associatives d'un grand front pour pouvoir exiger d'une part un référendum contre le traité d'austérité qui sera voté à l'automne. Et je pense que déjà dans le paysage, et c'était clair dans les médias hier, est placée la manifestation nationale à laquelle nous appelons tous les hommes et les femmes qui n'acceptent pas qu'encore une fois la démocratie leur soit confisquée, le 30 septembre prochain. Et puis le front de gauche a été très clair. Je reviens rapidement sur les 100 jours. On va pas jouer. On utilise des formules parfois pour s'exprimer, mais presque pour rien, ça veut dire quelque chose. Oui, presque pour rien. Pourquoi ? Parce que pendant ces 100 jours, alors qu'il aurait fallu effectivement intervenir pour sauver les emplois, pour, par exemple, ce qui est une proposition du Front de gauche qui est partagée par toutes ses composantes, interdire les licenciements boursiers pour protéger ces salariés de PSA, de Sanofi, de Thales et d'autres, malheureusement, pour leur permettre, comme c'est le cas pour les Fralib, qui ont une proposition à Marseille, vous savez, les salariés qui se battent depuis 2 ans contre la fermeture de leur entreprise, qui proposent de reprendre leur outil de travail, leur entreprise pour eux-mêmes produire. Ce sont des propositions que nous défendons et que nous avons défendues et que nous allons défendre. Voilà. Et moi, je propose, au nom du Front de gauche, de le faire avec le NPA, bien évidemment, et avec tous ceux et toutes celles qui pensent aujourd'hui que plus on est unis, plus on est fort et plus on peut résister à l'adversité, et notamment au ravage de ce système qui est le système capitaliste, qui est en train de nous mener droit dans un mur. Je pense que derrière la discussion autour des mots, parfois, on cache finalement l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de se retrouver ensemble. On devrait se retrouver ensemble pour pouvoir se battre à cette rentrée, tant sur le plan des licenciements, bien évidemment, mais que sur le plan aussi de l'exigence d'un référendum contre le traité pour que les Français et les Françaises, les gens de ce pays puissent se décider
après un vrai débat, comme ça s'est produit en 2005 lors du TCE. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on devrait faire en commun, et je crois que petit à petit, au fur et à mesure que les semaines et les mois vont passer, on verra bien qui fait quoi, qui est dans quoi. Voilà. Moi, je me sens dans l'opposition de ce gouvernement social-libéral. Je peux le dire au Front de gauche, je peux l'exprimer, je n'ai pas de problème pour le faire. Et d'autres d'ailleurs sont aussi sur cette longueur d'onde. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui pour se dire qu'il faut se battre pour qu'il y ait des vraies mesures d'urgence sociales, démocratiques et écologiques. Formidable, ce qu'on est en train d'entendre et ce à quoi on est en train d'assister ce soir. Eddy Fougier, du côté du NPA, on appelle donc à se rassembler avec le Front de gauche. Du côté du Front de gauche, on appelle à se rassembler avec le NPA. Est-ce que l'heure est à la grande réconciliation après tout de même une campagne présidentielle qui a été suffisamment compliquée pour qu'il y ait un certain nombre de transfuges justement qui passent du Front de gauche du NPA au Front de gauche? Alors, il y a fusion, il y a réunification, il y a OPA. Là, a priori, c'est une partie du NPA qui passe petit à petit vers le Front de gauche. Donc, c'est pas nécessairement une grande coalition. Mais ça, c'est plutôt aux acteurs de le dire plutôt qu'à l'observateur dans l'état actuel des choses. Je pense qu'il y aura un certain nombre de fronts communs, et notamment dans la lutte contre le pacte budgétaire qui va effectivement servir de catalyseur de cette opposition, de cette riposte unitaire dont parle Philippe Poutou, par exemple. Donc, sur un certain nombre de luttes, d'autant qu'il n'y a pas d'élection d'ici 2014, il y aura cette alliance à défaut de fusion d'organisations et autres. Arthur Nazaret. Oui, il y aura un premier test qui sera assez important et on verra un petit peu plus clair sur ce désir d'unité. C'est que les deux partis réclament l'unité. Le premier test, c'est le 30 septembre, je crois, ou en tout cas fin septembre, avec une manifestation contre ce pacte budgétaire. Jean-Luc Mélenchon a appelé Eva Joly et Marie-Noëlle Lienemann à le rejoindre. Elles n'ont pas encore répondu, mais on peut se demander par exemple ce que feront les leaders du NPA, notamment Madame Poupin. Alors justement, Christine Poupin, les journées, les universités d'été du NPA sont assez peu médiatisées, je dois dire, cette année, même si elles se terminent demain, donc il y a encore un tout petit peu de temps, mais enfin ça va être assez juste. Une interview tout de même qu'on a pu trouver de Philippe Poutou, votre candidat à la présidentielle, dans le journal L'Indépendant, qui revient sur ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui le point majeur, c'est la construction d'une opposition de gauche à ce gouvernement, je le cite, il faut construire une riposte unitaire avec lutte ouvrière et le Front de gauche. J'aimerais que vous nous expliquiez quelle forme devrait, selon vous, prendre cette riposte unitaire. Est-ce que c'est d'abord via des manifestations dans la rue ou est-ce que ça peut aller un peu au-delà? C'est tout ça. Je vais repartir de la question du traité du TSCG, puisque évidemment sur cette question-là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'unité. C'est-à-dire tous ceux qui se sont retrouvés à gauche contre le TCE en 2005 n'ont aucune raison de ne pas se retrouver aujourd'hui contre le traité, puisque le traité, il est encore pire que le TCE, il est encore plus antidémocratique, il apporte encore plus de verrouillage, il impose encore plus d'austérité. Donc il n'y a aucune raison. Donc la question, elle n'est pas un problème de posture. Bon, et la question n'est pas de savoir si Christine Poupin ira à la manifestation. Évidemment, le NPA participera et cherchera à construire la mobilisation la plus unitaire. Mais la mobilisation, elle ne concerne pas que Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly et des responsables politiques. Bon, c'est évidemment l'ensemble de la gauche syndicale, associative, qui est concernée par ce traité. Enfin, ce traité, même la Confédération européenne des syndicats en a dit du mal et a dit qu'il n'était pas acceptable. Donc, ça laisse quand même une large marge. Donc, c'est la construction de la mobilisation de l'ensemble de ces forces-là. Bon. Après, Myriam, il fut un temps, était très critique aussi sur ces méthodes-là, qui consistent à annoncer unilatéralement une date. C'est pas forcément le meilleur moyen pour construire un cadre unitaire. Mais c'est pas grave, les choses pressent parce que les méthodes choisies par ce gouvernement, c'est une méthode à la hussarde, aidée par le Conseil constitutionnel pour faire ratifier en douce et vite fait ce traité. Donc le temps presse, il faut se retrouver, il faut qu'il y ait des rencontres unitaires avec l'ensemble des forces de la gauche sociale et politique, associative, syndicale, pour construire effectivement cette mobilisation de la même façon
façon qu'on avait construit la mobilisation contre le TCE. Et ça, c'est directement la question de la construction de l'opposition de gauche, parce que évidemment, à partir du moment où on se pose le problème de s'attaquer un peu au cœur de ce qu'est la politique des classes dirigeantes en Europe autour de ce traité, on voit bien que c'est une contestation de l'ensemble de la politique menée par le gouvernement, politique qui s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est difficilement compréhensible pour nous, par exemple, que les élus du Front de gauche aient voté le collectif budgétaire, puisque ce collectif budgétaire, c'est pas moi qui le dis, c'est Hollande, il s'intègre directement et totalement dans cette politique de réduction des déficits. Alors, une réponse rapide sur ce point précis de Myriam Martin. Oui, écoutez, moi je me réjouis d'abord qu'on soit d'accord sur la nécessité de mobiliser. Juste une remarque sur le 30 septembre, effectivement, il faut aller très très vite. Et je pense que... D'autant que François Hollande a annoncé que le texte serait soumis dès début octobre. C'est pas mi-octobre, mais c'est début octobre. Ce qui explique un petit peu l'urgence et la proposition... La proposition donc de la date du 30 septembre. Bon, je pense qu'on peut très bien avoir un grand mouvement effectivement de mobilisation. Il ne s'agit pas de mobiliser et d'avoir en tête ou un queue de manif ou Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly ou etc. Il s'agit d'avoir un maximum, et c'est la proposition qui a été faite aux estivales du Front de gauche, d'avoir dans la rue le plus de monde possible amené par les organisations syndicales, politiques, associatives. Et d'ailleurs, il y a du travail formidable qui est déjà fait par ATTAC, la Fondation Copernic, avec un appel qui peut être repris. Il y a déjà des positions dans certaines villes, comme je l'espère en tout cas, celle de Toulouse, de meetings unitaires pour pouvoir mobiliser et appeler le plus de monde à monter à Paris. Je crois mais Myriam Martin, quand je vous demandais une réaction rapide, c'était davantage sur le vote des députés du Front de gauche, du collectif budgétaire cet été, qui semblait quand même poser un certain nombre de problèmes à votre camarade Christine Poupin. Oui, écoutez, on verra par la suite, parce que je pense que le vote du collectif budgétaire peut être discuté et peut effectivement poser problème. Nous, on parle là du vote du traité, et on sait que les élus du Front de gauche ne voteront pas ce traité-là, ils ne le ratifieront pas et se battront pour qu'il ne soit pas ratifié. Et je pense que malheureusement, les choses ne se passent pas uniquement à l'Assemblée nationale. En tout cas, il faut la corrélation, l'articulation des deux, c'est-à-dire à la fois agir au sein de l'Assemblée nationale quand on peut le faire, même s'il y a peu d'élus du Front de gauche, mais aussi, et ce qui est important à mon avis pour créer un rapport de force beaucoup plus important et beaucoup plus fort, c'est la mobilisation dans la rue, cette rentrée, les défilés, les initiatives publiques qu'on peut prendre de toutes sortes. Voilà, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent nous rassembler dans ce combat et qu'on ne doit pas chercher systématiquement à se diviser. Alors justement, ne cherchons pas systématiquement à vous diviser. Arthur Nazaret, on voit qu'il y a des divergences, mais il y a aussi donc cette volonté de rassembler ces forces de gauche, notamment donc le NPA et le Front de gauche. Vous étiez à l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle il y a quelques jours de cela. Alors les réactions officielles, notamment à ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon, c'était de minimiser. Bon, il est dans son rôle, finalement, c'est pas plus grave que cela. Mais est-ce qu'en coulisses, on n'est pas davantage inquiet par rapport à ce qui est en train de se jouer justement sur cette gauche qui ne fait pas partie du gouvernement ? Je crois qu'ils avaient apprécié les 5 semaines de vacances de Jean-Luc Mélenchon au Parti socialiste. Après, il faut bien avouer qu'à La Rochelle, ils étaient surtout préoccupés de savoir qui allait succéder à Martine Aubry, et les discussions dans les halls d'hôtel, c'était plus vers ça que ça se tournait. Alors Jean-Luc Mélenchon... C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas cette opposition-là au sérieux ? Si, ça les embête. Si, ça les embête. C'est une voix qui est entendue, c'est une voix qui aussi peut aller... Il connaît bien le curseur, Jean-Luc Mélenchon, là où ça va gêner l'aile gauche ou pas du PS. Donc ça peut les titiller. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment là-dessus. Et en plus, non, ils étaient vraiment sur leur congrès, sur la succession à Martine Aubry. Et ils avaient tendance aussi à croire qu'en tapant aussi fort, Jean-Luc Mélenchon ne serait pas audible. Et il y a une partie du Parti communiste qui n'est pas loin de penser un peu la même chose, qui se dit, au lieu de taper comme un sourd sur le PS, il vaudrait mieux montrer que des passerelles sont possibles avec son aile gauche pour justement avoir des mobilisations unitaires. Élie Faugier, le Parti socialiste et le gouvernement devraient s'inquiéter de ces promesses de mobilisation assez importantes lors de cette rentrée ? Oui et non. Les résultats législatifs ont fait en sorte que, avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon et le fait qu'ils ne dépendent pas
du front de gauche pour obtenir une majorité, ils sont un petit peu sanctuarisés par rapport à la critique, notamment pour l'adoption du pacte budgétaire. Alors, il y a bien évidemment le risque que Jean-Luc Mélenchon incite l'aile gauche du PS, qu'il connaît bien, puisqu'il appartenait à cette aile gauche jusqu'en 2008, à non pas faire dissidence, non pas voter contre le traité, mais éventuellement s'abstenir. Et effectivement, la majorité n'est pas énorme. Mais là, effectivement, le pacte budgétaire serait voté par une partie de la droite et voire une partie du centre, puisqu'il a été négocié en partie par Nicolas Sarkozy. Ce qui générerait une opposition encore plus virulente de la part de la gauche radicale, bien évidemment. Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, ça n'est pas tout le front de gauche, mais enfin c'est quand même lui qui émerge assez régulièrement. Disait, je reviens toujours à cette interview du JDD que j'aurais décidément beaucoup cité, je vais avoir un abonnement gratuit. Arthur Nazaret, nous sommes un recours possible, notre tour viendra. Est-ce que la gauche radicale, la gauche de la gauche, peut être un recours, ça, que l'on peut comprendre comme nous allons être en mesure dans le futur, de gouverner à notre tour, ce qui veut dire aussi que cette gauche-là, elle parie d'une certaine manière sur l'échec du gouvernement actuel. Eddy Fougier. Alors ça c'est déjà un débat, mais je pense que mon camarade pourra le dire mieux que moi. Il a des informations à la source, un débat entre le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et le parti communiste. Donc ça, je lui laisse le soin de répondre. Mais sur l'idée, effectivement, d'être un recours, je pense que Jean-Luc Mélenchon a deux modèles. Il y a le modèle latino-américain. En plus, là, il revient du Venezuela. Il dit lui-même dans cette interview que, effectivement, pour lui, le modèle de révolution citoyenne se situe en Amérique latine, notamment en Équateur, où on peut retrouver Julian Assange, enfin peut-être bientôt. Oui, et puis, qui sont beaucoup plus proches de Rafael Correa que de Hugo Chavez ou d'Evo Morales. Et puis il y a l'autre modèle qui est Syriza en Grèce, c'est-à-dire l'idée effectivement que la gauche radicale dépasse la gauche plus social-démocrate, que Syriza, donc la gauche radicale grecque, soit plus forte que le PASOK. Donc c'est peut-être l'idée, avec l'aggravation de la crise, qu'il y ait une radicalisation notamment de la population et donc en faveur de la gauche radicale en France. Arthur Nazaret. Oui, alors le mot recours, c'est un mot que vous entendrez souvent probablement dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, mais jamais dans celle des communistes, qui ne sont pas du tout sur ce vocabulaire-là, parce que ça serait, comme vous l'avez dit, parier sur l'échec du Parti socialiste et quelque part même faire en sorte qu'il advienne. Or, eux sont pas là-dessus, ils sont sur plutôt une stratégie des petits pas, enfin ce qu'ils peuvent obtenir comme avancée sociale avec le PS, ils disent pourquoi pas. Et j'avais un leader du Parti communiste qui me disait c'est comme Lénine, il faut être un pas devant les masses mais pas deux, donc peut-être que Mélenchon va trop vite pour le Parti communiste. En même temps, 2014, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il arriverait au pouvoir avant 10 ans, donc c'était peut-être un peu loin, ça aurait peut-être un peu démobilisé ses camarades. Donc 2014, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit pas ? C'est peut-être pas la bonne question, c'est peut-être juste un cap pour mobiliser, pour garder les militants un petit peu prêts à dégainer. Cette question, Myriam Martin, du positionnement finalement pour être en mesure éventuellement d'assumer le pouvoir par la suite, est-ce que c'est une question qui fait débat aujourd'hui au Front de Gauche ? Front de Gauche, c'est un rassemblement de mouvements qui ont évidemment énormément en commun, mais qui peuvent aussi avoir un certain nombre de divergences justement sur la stratégie. Est-ce que vous en discutez ? Mais bien sûr. Bon, les estivales, je disais, dont sont déroulés, toutes sortes de débats ont eu lieu. Dans celui-là, la question du pouvoir, c'est quelque chose qui devrait tarauder, qui devrait se poser, qui se pose à tous les groupes, qu'ils soient petits ou plus ou moins grands. Quand vous engagez, quand vous faites de la politique, c'est pour que vos idées, elles puissent à un moment donné grandir, convaincre, et que vous puissiez à un moment donné, bien évidemment, faire en sorte qu'elles soient appliquées. Pour qu'elles soient appliquées, il faut effectivement arriver au pouvoir. Mais comme on le dit aussi, arriver au pouvoir ne signifie pas obtenir un strapontin de ministre, par exemple. Je pense un petit peu à la situation dans laquelle se trouve Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, puisque notre secrétaire national des Verts parle de muselière qu'elle accepte de porter puisqu'elle peut l'ouvrir un peu. Personne au Front de Gauche est sur cette longueur d'onde-là, mais par contre, penser qu'effectivement, il faut se battre pour pouvoir gagner l'hégémonie des idées et puis un jour porter par
par une majorité, parce que le pouvoir, c'est pas pour soi et c'est pas pour une minorité. Le pouvoir, pour nous, en tout cas pour les gens qui se retrouvent, les hommes et les femmes, les salariés qui se retrouvent dans le front de gauche, c'est l'idée de pouvoir gouverner pour une majorité, par le peuple et pour le peuple. Et bien évidemment, c'est une belle idée, c'est compliqué, ça ne se fera pas comme ça. On sait très bien qu'il faut se battre pour ses idées, qu'il faut à la fois lier, articuler, je dirais, conquête entre guillemets électorale. C'est très difficile dans la Ve République, vu les institutions quand même qui ne sont que très peu démocratiques, où il n'y a pas de proportionnel, par exemple. Mais ça passera aussi par des résistances et des mobilisations sociales. Et ça, on le sait. Alors après, où est-ce qu'on met le curseur? Ça, c'est un débat entre nous. Mais cette idée qu'on veut se battre pour gagner quelque chose, elle est partagée. Et ça me paraît logique. Et je pense qu'au fond, quand j'étais au NPA ou à la LCR, cette question du pouvoir, on l'a certainement pas suffisamment posée et creusée. Mais elle se pose aussi. Sinon, écoutez, ça serait désespérant de passer sa vie à militer, à s'engager, comme la plupart d'entre nous le faisons. Donc oui, cette question-là, elle se pose, elle se débat. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le Parti communiste a bougé sur ces derniers mois, y compris parce que, oui, la crise aidant, l'austérité est ce qu'elle est. On ne peut pas cautionner des politiques qui, visiblement, depuis des années maintenant, ne font que faire payer la facture à la majorité. Et quand vous êtes conséquent avec vous-même, vous pensez bien qu'on peut pas appuyer ce type de politique. On n'est pas dans l'opposition mesquine pour se dire ils vont se casser la gueule. Je pense au Parti socialiste. On se dit que ce qu'ils font ne vont pas, ou en tout cas ce qu'ils annoncent ne va pas, ne résoudra pas les problèmes, et que pour le moment c'est plutôt juste la rigueur qui se prépare, voilà, et que ça c'est pas acceptable, mais pour personne au front de gauche, pour personne, quelles que soient encore une fois les divergences de vues qu'on peut avoir sur la conquête du pouvoir. Donc c'est ça qui me paraît important et qui aujourd'hui justifie à la fois les débats mais les positions que nous avons les uns et les autres. Voilà. Et Christine Poupin, on va laisser parce qu'on est presque au terme sûr. de l'émission, si vous voulez bien le dernier mot d'une certaine manière à Christine Poupin. Je rappelle, vous êtes donc à Port-le-Cadre pour l'université d'été du NPA. Il y a un certain nombre d'ateliers, débats qui sont organisés. J'en ai noté 2 qui posent cette question que nous posons ce soir. Il y en avait un dimanche qui s'intitulait « Quelle opposition de gauche au gouvernement ?» et puis un autre hier, quelle riposte au gouvernement héros. Vous avez trouvé des réponses claires à ces questions-là, et est-ce que, pour peut-être contredire un tout petit peu ce que vient de dire Myriam Martin, est-ce que cette question-là de savoir comment assumer le pouvoir, est-ce qu'elle se pose aussi au NPA ? Écoutez, cette idée de recours, pour revenir à ce qui est discuté, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui ne prend pas en compte l'accélération de la crise, l'austérité, la récession qui rendent les conditions de vie et la désespérance de plus en plus grande. Et jouer sur cette idée de recours, c'est quand même jouer avec le feu. Alors, vous disiez les modèles, Amérique latine, Syriza. Syriza, c'est sans doute ce qui, pour nous, est le plus proche. Mais qu'est-ce qui rend possible Syriza? C'est d'abord un niveau de mobilisation et de résistance du peuple grec absolument extraordinaire. C'est 17 journées de grève générale, des manifestations, des affrontements et un niveau de mobilisation extrêmement élevé. Et de toute façon, rien ne sera possible sans ça. Donc notre obsession, là tout de suite, plutôt que de savoir comment ça va se passer dans 5 ans, c'est comment dès aujourd'hui on travaille à la construction de ces mobilisations, et en même temps, parce que c'est pas juste les luttes, la rue, la production d'une alternative politique par rapport à cette gauche qui est une gauche qui désespère et qui jette les plus démunis dans les bras de l'extrême droite avec un danger absolument mortel. Eh bien, merci beaucoup Christine Poupin d'avoir participé à cette émission. Merci également à Myriam Martin, à nos camarades de France Bleu à Toulouse, ainsi qu'à Eddy Fougy, ici présent en studio, et à Arthur Nazaret. Merci infiniment. Vous savez que vous pouvez commenter cette émission sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à moudre, une émission préparée par Julie Gacon, Céline Leclerc, Fanny Richer, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Vincent René. Demain, une question qui ne fera pas plaisir aux nombreux amoureux de la petite reine et de la grande boucle. Faut-il supprimer le Tour de France ? Tout de suite, c'est Laurent Gaumard avec le rendez-vous. Bonsoir Laurent.